Bonsoir à tous, bienvenue dans Y'a plus qu'à. On est en direct ce soir sur LMTV pour parler de plein de très bonnes choses. On découvrira ou redécouvrira, pour ceux qui la connaissent, la compagnie TDM qui existe depuis 1987 et qui aide les musiciens sartois. On parlera de jeux vidéo et plus particulièrement de jeux vidéo rétro. J'adore ça à l'occasion de la Paris Games Week. On est juste à côté. Si vous aimez les jeux vidéo, il faut y aller la semaine prochaine. On découvrira une application qui s'appelle Wikisto, très intelligente. Je vous l'explique pas tout de suite, on verra ça tout à l'heure avec le créateur. On aura évidemment aussi la rencontre, je dis évidemment parce que je les attends, je suis très heureux de les recevoir, avec HDW qui sort son nouvel album, Le Voleur de Couleurs. J'ai hâte de vous le présenter. Il y aura l'agenda de Céline et puis Matt de la sélection comics. Allez, il n'y a plus qu'à prendre du bon temps et ça commence maintenant. Et on a plein de monde. Pour commencer ce plateau, je vais commencer par la seule demoiselle, c'est Jennifer. Salut. Ah, alors, elle croyait que je ne n'oserais pas le faire. Voilà. Ça va, Céline? Très bien, et vous? Bah, ça va bien. Oui, on dit tu maintenant, si on y arrive. Hein. Ça fait 3-4 émissions qu'on essaie de se tutoyer entre chroniqueurs et animateurs, nous n'y arrivons pas. Non. Mais je suis sûr qu'à terme, nous allons y arriver. Ça fait 3 ans qu'on se voit, alors forcément, les habitudes ne sont pas plus dures à perdre. Jordan, Louis, Valentin vont nous parler dans un instant de la compagnie TDM à différents niveaux. Soit vous organisez, vous en avez bénéficié, vous êtes maintenant actif dedans. Et on va découvrir toutes les activités de la compagnie TDM, fondée, je le rappelle, en 1987. Ça, c'est la petite surprise, moi, quand j'ai préparé cette émission. Je ne pensais pas que ça existait depuis aussi longtemps. Juste en face de vous, on a Jean et Grégory. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. On va parler avec vous de Wikisto. Alors, comme je suis le geek de service dans cette émission, je suis ravi d'avoir une application sartoise sur le plateau, en tout cas en partie sartoise. Vous m'expliquerez d'ailleurs quelles sont les origines précises de cette application. On résume, hein, on se balade et on a des informations historiques sur notre environnement. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais, mais si je veux faire simple, c'est ça ou pas? En archi simple, oui. En archi simple, ça. Bah, vous savez, je suis animateur télé, moi, pour faire simple, hein, vous savez, sinon je comprends plus rien. Vous allez vous l'expliquer de toute façon tout à l'heure. Là, je voulais juste expliquer très brièvement. Et bien sûr, on prendra le temps d'expliquer tout ça tout à l'heure, parce que en fait, il y a beaucoup de couches et on peut faire plein de choses avec cette application. Allez, la compagnie TDM, les amis, qu'est-ce que c'est depuis 1987? Qu'est-ce que c'est cette compagnie TDM? Ça veut dire quoi TDM d'ailleurs? C'est une petite question piège. Eh ouais, je sais, j'adore les questions pièges. Ça veut dire théâtre, danse, musique, parce qu'au départ c'était fondé par une danseuse et 2 musiciens. Ou 3, je sais plus, de toute façon j'étais pas né. Et ça, c'est dégueulasse. Vous allez sortir, Jordan, voilà, je vais pas pouvoir rester. Finalement, on s'est concentré sur la musique. Donc il y a plusieurs axes d'action, on va dire. Il y a une axe découverte musicale qui est très peu cher et en fait c'est vraiment pour commencer la musique ou alors commencer à jouer en groupe aussi, parce que c'est vrai que c'est pas un truc qu'on apprend quand on prend des cours de musique, et quand on n'a pas l'argent de prendre des cours de musique, bah on n'apprend rien du tout. Donc en fait là l'idée c'est sans solfège, sans maîtrise musicale, sans théorie, on vient jouer avec les autres, on vient s'amuser en apprenant on peut débarquer guitare, voilà vierge de tout et voilà faire les premiers pas dans la musique. Et là nous on constitue des ateliers, donc l'idée c'est d'avoir un batteur, des fois on en a 2, c'est un peu plus compliqué mais ça arrive, un batteur, un bassiste, plusieurs guitares, des chanteurs, des claviers, ça nous arrive aussi d'avoir saxophone, ce genre de choses. Et le but voilà c'est de c'est de travailler sur des créations et non des reprises. C'est aussi le petit côté original qu'on a, c'est voilà, on apprend la musique en faisant ses propres choses. Ça c'est vraiment la première chose. Oui, parce que faut le dire, faut préciser, beaucoup de groupes commencent par de la cover, quoi. On va reprendre des musiques qui existent. On commence pas a priori forcément, non? Vous n'êtes pas d'accord, Louis? Pas forcément. Si vous avez fait, ça voulait dire je suis pas d'accord. Voilà. Donc vous n'êtes pas d'accord. Je pense que ça dépend en fait, ça dépend de chacun. C'est plus facile quand même de reprendre des musiques qui existent déjà. Ouais, c'est plus facile, si. Moi, quand j'étais tout petit, j'ai commencé par ça. Mais je vois par exemple avec mon groupe actuel, donc Rotterdam, on n'a pas du tout fait de cover au début. Ah oui, mais vous, quand vous avez commencé, vous Et oui, par contre, c'est super facile, c'est vrai. Mais parce que quand le groupe a déjà un peu d'expérience, enfin quand les membres du groupe ont déjà un peu d'expérience, c'est différent. Mais quand on commence vraiment au tout début, si vous voulez. Oui, on peut en faire, c'est vrai. Non, mais j'ai pas envie que vous soyez forcément d'accord avec moi. La batterie me tapait dessus si je faisais des covers. Alors, voilà. Bon, bah, il en a pas fait. Voilà, mais c'est le contre-exemple. Mais j'en fais maintenant, parce que je me fais plaisir. Oui, ça peut être un plaisir aussi, évidemment, de reprendre des grands morceaux, évidemment. Donc, on commence en faisant ces créations, excusez-moi pour cette digression, Jordan. Et l'idée, c'est pourquoi ce choix de créer tout le morceau, de se rajouter cette difficulté supplémentaire, si je puis dire. Parce que c'est plus sympa en fait de travailler sur soi en fait plutôt que sur la musique des autres.
Et je pense qu'on apprend plus en essayant de créer ses propres musiques qu'en essayant de reproduire la musique des autres. Et du coup, petit à petit, ça nous permet d'avoir une identité aussi, ce qu'on n'a pas forcément en faisant de la musique. Par exemple, je dis rien de mauvais sur le conservatoire, mais moi, par exemple, j'ai pas pu y aller parce que ça m'allait pas en fait d'apprendre à lire la musique, d'apprendre toutes ces choses-là. C'est une toute autre école, quoi. Nous, on bosse vraiment sur du coaching type maïotique, quoi. C'est-à-dire que on fait accoucher les gamins. Alors, attention, ça va arriver. c'est que quand il y a un groupe qui vient, on n'est pas là à lui dire bah en fait tu vas tenir ta guitare de cette manière-là et tu vas jouer cet accord-là. Et tu vas voir, ça va être ton morceau, ça va être super et tu vas écrire ton nom. Non, c'est pas du tout ça. C'est que là, c'est que chacun a son niveau et que si t'as jamais joué en groupe, peu importe, t'as beau faire des super vidéos sur internet où tu joues très très vite de la guitare, ça n'empêche que devant un groupe, tu sauras pas jouer. Et ce qu'on essaye de faire à TDM, c'est que nous, on fait intervenir des gens dont c'est le métier, donc qui répètent professionnellement, quoi, et qui vont me dire comment est-ce qu'on accouche d'un morceau réellement, quoi. Comment est-ce que de rien ou d'une petite idée, alors si on part de rien, on appelle ça du rock, sinon c'est autre chose. Est-ce qu'on construit un morceau et comment est-ce qu'on met en valeur chaque élément avec peu importe le niveau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des groupes, des gamins qui ont 12-13 ans qui commencent avec pas grand chose et qui finalement arrivent à sonner véritablement. On arrive à avoir des super morceaux avec très peu de choses, quoi. Et puis des fois il y a des groupes comme Rotterdam, comme Shuffle, Maïtika, enfin des choses comme ça, des produits du cru entre guillemets qui ont émergé et qui ont continué, où on avait entre 20, 22, 23 ans, voire plus. Et on en apprend toujours en fait, parce que on nous apprend à travailler et pas à jouer de la musique. Et jouer de la musique, tout le monde peut savoir le faire. Il suffit d'aller au conservatoire. Oui, votre philosophie, vous, c'est vraiment. Enfin, il suffit, moi j'en ai fait 10 ans de conservatoire, il suffit, c'est un bien grand mot quand même. Parce que c'est vrai que c'est pas la même école que. Non, mais voilà, c'est deux visions. A priori, ça a fait des progrès. Ils sont un petit peu moins. Voilà. C'est juste pour pas qu'on. Parce que moi j'étais né en 1987, vous voyez, et c'était encore une époque très dure pour le conservatoire. Tu devais pas être très vieux en 87 non plus. Pardon, tu devais pas être très vieux en 87 non plus. Ça c'est très gentil. Moi je vous aime bien, Valentin. Voilà, d'un coup je vous aime beaucoup. Non, ce que j'aime beaucoup dans vos valeurs, parce qu'on va enchaîner malheureusement, ça passe tellement vite, mais voilà, c'est que vous êtes vraiment sur le collectif. C'est-à-dire que vous voulez que les gens avancent ensemble et les aider à avancer ensemble, et ça je trouve ça vraiment bien. On parle de l'actu parce que je suis sûr qu'il y a des ateliers qui arrivent, il y a des choses comme ça. Qu'est-ce qui arrive là dans les semaines et les mois qui arrivent? On a une résidence qui se met en place la semaine prochaine, entre le 1er et le 3 novembre, et il y a un concert en fait pour présenter les créations, présenter le travail qui a été fait pendant ces 3 jours. Et après, la prochaine résidence, ce sera février, alors je n'ai pas encore les dates. Et je voulais juste dire une petite dernière chose. Oui. En fait, on fait du travail sur des gens qui ne sont pas musiciens, et on fait aussi du travail de coaching, et c'est pour ça que je suis venu avec Louis. On fait aussi du coaching sur des musiciens aussi qui sont en phase, on va dire, pas de professionnalisation, mais un peu plus que l'amateurisme. Le but, c'est d'aller plus loin, en fait. C'est de mettre le doigt sur certaines choses. Par exemple, tiens, dans ta compo, c'est bizarre, là, ton intro, elle est peut-être un peu longue. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de raccourcir? Est-ce que à la batterie, c'est ça qu'il faut faire? En fait, c'est se poser des questions, non pas détruire l'identité du groupe et lui dire de faire ça plutôt que ça, mais plutôt de se poser des questions. Et Louis dans Rotterdam et moi dans Shuffle, on en a bénéficié. Et je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que en fait, ça nous a aidé, mais grandement. Je pense que c'est le regard extérieur qui est important. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous regardent avec une vision périphérique, quoi, par rapport à ce que. Même encore maintenant, parce que ça nous permet de continuer à travailler. Et on a appris des bases de travail qu'on développe aujourd'hui, du coup, un peu moins. Enfin, comment dire, sans TDM, du coup. Ouais, mais on se sert du travail de TDM qu'on a fait pendant X années avec eux et avec tel ou tel coach pour aujourd'hui, pour continuer à se développer. Capitaliser là-dessus et continuer d'avancer. En fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, ça nous arrive d'envoyer des mails ou des morceaux à certains coachs qui nous ont coachés et qui répondent avec plaisir pour nous aider encore. C'est quand l'album de Rotterdam, justement, ça sort là? C'est fini ou c'est pas fini 2018.
2018. Ah oui, bon, d'accord. Bon, bah, on reviendra. On va patienter alors, on va patienter. Bon, vous avez compris, que vous soyez débutant ou du coup plus confirmé, de toute façon c'est simple, compagnie-tdm.fr pour avoir toutes les infos sur les ateliers. Et surtout, je crois que l'idée c'est vraiment de se dire, si on a envie de se lancer, on y va, vous accueillez les gens, voilà, même s'ils sont pas... voilà. Et c'est très... Non mais c'est important de le dire, en effet c'est très accessible. Bon, alors magie de la télévision, maintenant vous allez vivre un moment mythique, vous allez voir. C'est-à-dire que là on va avoir un petit jingle et bim, Matt arrive sur le plateau. C'est juste absolument incroyable, c'est signé il n'y a plus qu'à sur LMTV, regardez. Dans la chronique de Matt qui est sur la Comic Con à Paris, donc c'est pour ça que j'ai fait la transition à Wayne's World. Vous connaissez la transition à Wayne's World ou pas, mon cher Matt? Oui, c'est quand on cherche à inventer une fin Scooby-Doo, c'est ça, dans ce film de référence des années 90. Exactement, j'adore ce film. Voilà, transition sans transition, puisque nous sommes mercredi soir et que nous enregistrons cette petite pastille. Oui, parce que je suis pas là. Ben oui, voilà, vous n'êtes pas là le vendredi soir en direct, donc vous êtes là avec nous quand même par la magie de la télévision, parce qu'on va parler d'une série que je crois que vous adorez. Il fallait pas la louper, on va parler de Invincible, qui est une longue série, il y a une vingtaine de tomes qui sont sortis, ça sort chez Delcourt en France. Et alors donc Invincible, il y a donc non pas deux, non pas trois, donc je vous ai pas ramené les livres parce que ça faisait trop de bazar sur le plateau. Qu'est-ce que c'est Invincible? C'est la série qui s'est autoproclamée meilleure série de super-héros du monde, et vous allez pas me croire, c'est la vérité. En fait, l'histoire, c'est celle de Mark, qui est un ado à super pouvoir. Au début de la série, en gros, en super résumé, c'est le fils de Superman. Il a un père extraterrestre lui, il a aussi des pouvoirs, et puis il va devenir un peu super-héros, mais à la rigueur, c'est pas ça qui est important. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est la façon dont le truc est développé, c'est la façon dont on s'intéresse aux personnages. Le petit bonus de cette série, c'est que c'est écrit par Robert Kirkman, qui est le scénariste d'un truc dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle The Walking Dead, qui est une série qui marcherait gentiment avec des zombies, des morts vivants. Et tout l'art en fait que Kirkman a, déjà dans Walking Dead, c'est pas les zombies qui sont intéressantes, c'est les interactions entre ce groupe de personnages, et c'est comment un groupe clos de personnes peut survivre dans un univers de pression constante. Et là, on a le même développement dans cet univers de super-héros. Dans les premiers épisodes, par exemple, le héros s'appelle Invincible, il est invincible, voilà, ça ne nous aura pas échappé. Du coup, quand il y a un méchant qui arrive et qui veut raser la ville, eh ben on sait que le super-héros va gagner. En plus, c'est un truc de super-héros. Donc, dans ces trucs-là, on s'embarrasse pas de tout ça. Il y a un gros méchant qui arrive, ça nous donne l'occasion de voir une pleine page magnifique avec des monstres et tout. Invincible arrive, un coup de poing, deux coups de poing, c'est fini, ça dure pas 15 plombes. De toute façon, il n'y a pas de suspense, on sait qui va gagner. Ce qui nous intéresse, c'est de suivre le développement de ce personnage qui va apprendre à être un héros, qui va apprendre à vivre avec son identité secrète, qui va être au lycée, comme dans les meilleurs épisodes de Spider-Man des années 60. On a ce petit côté flirt amoureux avec d'autres super-héroïnes, avec des copains de lycée, il a ses problèmes. Peut-être que son père n'est pas aussi gentil que ce qu'on pourrait croire. Il y a donc un univers qui va s'ouvrir, ils vont quitter la Terre, rencontrer des extraterrestres, et à chaque fois, toute une population qui va venir se greffer sur cette histoire et qui rend ce récit passionnant. Et des histoires de super-héros, j'en ai lu beaucoup, puisque on est un peu vieux maintenant, Jean-Christophe, on peut le dire. Moi, je lis des comics depuis les années 90. Donc, parlez pour vous quand même, je veux dire, moi... moi, je suis peut-être un peu plus vieux que vous, et du coup, on peut commencer à se lasser en fait, du schéma perpétuel qu'on a dans les séries de super-héros, puisque on sait qu'au pire, il y a un personnage... par exemple, je suis votre assistant, votre sidekick, je vais mourir dans un épisode, mais on sait que dans 30 épisodes, je vais revenir à la vie, parce que ça permet de faire tenir la série. Et bien là, pas du tout. On a de vrais enjeux, on a de vraies surprises, on a de vraies conséquences sur ce qui arrive aux personnages. C'est une vraie série surprise, et la fin de tout ça est annoncée. Il doit rester 4 ou 5 tomes en France, du coup ça fera 25. Une vingtaine déjà de sorties. Je peux pas dire de bêtises, je crois qu'on est à 22, mais je vais me faire compter par Delcourt si j'en oublie. Donc je vous dis une vingtaine. De toute façon, le temps que vous commenciez les premiers, voilà, on sera à la fin de la série. On est bien. Vous serez pas. Moi, je dévore ces trucs-là à chaque fois que ça sort. Il n'y a pas de déception dans cette série. Il n'y a pas de piège. C'est satisfait ou remboursé chez votre libraire. Je prends cet engagement pour tous les libraires de France et de Sarthe. Et voilà. Donc ça s'appelle Invincible. C'est une série formidable signée Robert Kirkman, Cory Walker et Ryan Otley, qui sort chez Delcourt et que donc je vous conseille. Peut-être que voilà, vous l'auriez compris. Eh ben je note. Merci Matt. Je vous en prie. À très bientôt. Oui. Un petit jingle et puis on se retrouve dans la vraie vie de la vraie vie. Enfin, je ne sais plus où on est, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Elle était quand même pas mal ma transition Scooby-Doo, non, quand même, vous avez apprécié, non? Vous connaissez pas le film forcément, le film des années 90, vous aussi, j'étais pas né en 87. C'est hyper stigmatisant. Il y a un dessin animé de Wayne's World. Ah non, Scooby-Doo, oui, mais c'est la fin Scooby-Doo dans Wayne's World. Vous connaissez Wayne's World ou pas? Ouais. Ah,
Voilà, et il fait à la fin. Voilà, bon bref, excusez-moi, ça n'a aucun intérêt. Vous connaissez One World? Oui. Ah, voilà, bon ben voilà. C'est une voilà. génération. Ah, voilà, impeccable, impeccable. Bon, on va parler jeux vidéo rétro. Et normalement, je suis avec Xavier Baudonnant au téléphone. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Bienvenue, bienvenue sur le plateau de Y'a Plus qu'à. Alors les gens qui suivent Y'a Plus qu'à savent que je suis un geek et même un rétro geek, donc je suis très heureux de parler de l'association Ordi Rétro ce soir parce que c'est une association qui, je trouve, a une démarche donc de préservation du patrimoine, mais surtout qui a une démarche de réalisation d'expositions extrêmement intéressante. On va en parler dans un instant puisque vous serez la semaine prochaine entre le 1er et le 5 novembre à la Porte de Versailles pour la Paris Games Week, hein, le salon du jeu vidéo français. Mais juste avant, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Ordi Rétro, parce que vous êtes dans le coin de Lille, c'est bien ça Xavier? C'est ça, c'est une association de passionnés à la base, une association qui a été fondée il y a 7 ans par un petit groupe de gens qui avaient chacun un peu leur collection et voilà, et qui ont décidé de partager. Donc ça c'est une première valeur qu'on a dès le départ. Et depuis 7 ans, le petit groupe de copains et de passionnés est devenu une association relativement importante avec à peu près 50 membres à l'année et des animations aussi très très régulières. Avec cet objectif effectivement qui s'est greffé, qui est apparu comme une évidence au bout d'un certain moment, de conserver, de préserver et avec la volonté d'ouvrir un musée en région Nord-Pas-de-Calais, en région Hauts-de-France pardon maintenant. Ah oui, attention, faut être rigoureux, Xavier. Bah oui. On va citer d'autres associations parce qu'il y a mo5.com qui est une association parisienne, qui est centrale. En Sarthe, nous, on a Rétrotaku qui œuvre pour la préservation du patrimoine vidéoludique. Et vous, votre particularité, je trouve, c'est ce type d'exposition comme cette expo que vous allez faire la semaine prochaine, Rétro vers le futur, parce que ce que les gens ignorent, c'est que ces vieilles consoles, on produit encore des jeux aujourd'hui pour des consoles qui ont 20 ans, 30 ans, voire plus. C'est bien ça ? C'est ça, en fait on a été invité l'année dernière déjà à la Paris Games Week et on s'est posé la question de ce qu'on allait présenter et on a essayé effectivement de trouver un angle un peu original, de surprendre. Et cette approche donc de montrer des choses qui ont l'air vieilles mais qui ne le sont pas, puisque les jeux les plus vieux avaient à peu près 5 ans, c'était effectivement une accroche très intéressante pour le public. Sur des machines à la fois récentes, puisqu'on va avoir la moitié où ce sont des machines type Xbox One, Switch et des PC récents, et puis des machines anciennes. Alors l'année dernière on avait un Halo sur Atari 2600 par exemple, et puis cette année on va revenir avec des jeux sur Commodore 64, sur Amstrad CPC, sur Dreamcast, etc., sur NES. Est-ce qu'on a une idée pour les gens qui, voilà, c'est une émission grand public, est-ce qu'on a une idée de pourquoi les gens aujourd'hui se mettent à programmer des jeux, à concevoir des jeux sur une Atari 2600 qui date de quand là? C'est 80, 81? Avant même. Voilà, en France, ça c'est pour la sortie française, on est sur 80-82. Après, c'est une console effectivement plutôt la fin des années 70, 77 aux États-Unis. Une bonne année avec Star Wars et tout ça. Oui, c'est vrai. D'où le look Dark Vador pour la version 2. Mais non, ce qui fait le succès de ces types de programmation, c'est d'abord le challenge. La plupart du temps, c'est des gens qui font ça dans leur coin, donc il y a le défi personnel. Après, il y a également le fait qu'il n'y ait pas besoin d'énormément de moyens, ce sont souvent des petites équipes, voire des personnes seules. Donc on peut réussir à faire un jeu qui tient la route avec une personne, 2 personnes. On peut aussi gérer dans le temps, parce qu'on n'a pas besoin de développer le jeu pendant 3 ans. Alors c'est pas vrai de tous les jeux, il y en a certains qui avancent très lentement et qui prennent beaucoup de temps, mais certains sont faits en 6 mois, et voilà. Et puis la dernière chose, c'est que ce sont des machines aussi qui sont peut-être pas forcément très facile à programmer, mais en tout cas très bien documenté depuis le temps. Et donc, il y a de l'aide, Internet c'est quand même là, a quand même changé énormément de choses, les documentations sont en ligne, les forums sont là aussi pour mettre en lien les communautés de développeurs. Et donc voilà, il y a vraiment des conditions de développement beaucoup plus faciles aujourd'hui qu'il pouvait y avoir à l'époque. Alors on va bien sûr pouvoir jouer à ces jeux sur votre expo, c'est des expos participatives, si je peux dire, on pourra tester. Moi j'ai une dernière question, Xavier, quelle est la réaction, puisque vous avez déjà réalisé cette exposition en différents endroits, quelle est la réaction des gens quand vous leur mettez une console, je sais pas moi, une Mega Drive qui a quelques années, et que vous leur dites, ça, vous jouez là à un jeu qui est sorti il y a 3 mois. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, en règle générale, le premier réflexe, c'est justement dire, regarde, c'est des jeux, pour notre génération, on va dire, les 30-40 ans, de dire, regarde, c'est à ça que je jouais quand j'étais petit. Et là, on est capable de les surprendre. Et il y a généralement un blanc. Bah ouais, parce que du coup, non, c'est sorti il y a 2 mois. C'est ça. Et là, on aura même des jeux qui ne seront pas sortis, puisque je
vous parlais d'un jeu sur NES tout à l'heure, sur Nintendo NES. C'est un Français qui développe et on aura une version de développement qu'on pourra présenter. Vous parlez de Twin Dragons, là, c'est ça? Twin Dragons. Ouais, c'est un très bon jeu en plus, je l'ai testé et c'est vraiment très bien. Et c'est sur la NES là aussi, c'est vrai que c'est des vrais challenges de sortir des jeux. Et puis il y a des, on peut le dire, c'est vrai qu'il y a des sortes de tournois, c'est étonnant pour que des tournois de programmation, on va dire, dans lesquels les jeux peuvent sortir et émerger comme ça. Et puis on citera aussi Sonic Mania qui vient de sortir. Là, c'est un jeu officiel, mais c'est un Sonic à l'ancienne. Vous connaissez forcément Sonic, même si vous n'êtes pas un fanat de jeux vidéo. Et c'est un Sonic, voilà, old school quoi, en 2D. Allez découvrir ça, en tout cas du côté de la Paris Games Week la semaine prochaine. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à découvrir dans ce salon absolument incroyable. Mais si vous y allez, les morceaux sont pas loin. Surtout, n'oubliez pas de passer voir le stand d'Ordi Rétro. Merci Xavier. Merci à toi. À très bientôt. Moi, je vais passer vous voir en tout cas. Donc à la semaine prochaine. Nous, on se retrouve dans un instant avec nos invités, avec Jean, avec Grégory pour parler de Wikisto. On aura l'agenda de Céline, bien évidemment. Et puis, on découvrira le tout nouvel album d'HDW. À tout de suite.